On a retrouvé les corps disposés en cercle parfait. Septembre 1227. L'Empire mongol vient de perdre son fondateur, et le monde est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on assiste à la mort d'un dieu. 40 000 personnes, peut-être plus, massacrées en une seule journée, pas au combat, mais en cérémonie. Chaque personne qui a vu le cortège funéraire, chaque berger, chaque fermier, chaque marchand qui se trouvait sur la mauvaise route au mauvais moment, tué instantanément. Leur corps laissé en motifs géométriques à travers les steppes, un message écrit en cadavre qui s'étendait sur des centaines de kilomètres. Ce n'était pas du deuil. C'était quelque chose d'entièrement différent. L'homme qu'ils enterraient avait conquis plus de territoire en 20 ans que l'Empire romain en 4 siècles, et il l'a fait en utilisant une arme plus puissante que n'importe quelle épée ou catapulte. Il a transformé l'esprit humain lui-même en arme, a converti la peur en une technologie si avancée que nous essayons encore de comprendre comment elle fonctionnait. L'histoire que vous connaissez sur Gengis Khan est un dessin animé, une simplification qui vous permet de dormir la nuit. Parce que la vérité est tellement plus terrifiante, tellement plus calculée, et tellement plus pertinente pour le monde dans lequel vous vivez en ce moment que vous ne pouvez l'imaginer. Voici le récit complet de la façon dont un homme a découvert que le moyen le plus efficace de conquérir le monde n'était pas de tuer ses ennemis, mais de les faire se détruire eux-mêmes. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi chaque armée moderne, chaque agence de renseignement, chaque machine de propagande utilise encore son manuel mot pour mot. Commençons par la question que tout le monde pose mal. Quel genre d'enfance crée quelqu'un capable de construire des pyramides avec des crânes humains? L'année est 1162, peut-être 1155. Personne ne sait avec certitude parce que dans les steppes mongoles, les dates comptent moins que la survie. Un garçon naît nommé Temujin, et en quelques heures, son père remarque quelque chose qui va définir tout ce qui suit. Le nourrisson tient un caillot de sang dans son minuscule poing, sombre et solide, comme un morceau de viande gelée. Pour les chamans, c'est un présage. Cet enfant sera un guerrier qui versera des océans de sang. Mais les présages ne créent pas de conquérants. Les traumatismes le font. Quand Temujin a 9 ans, son père l'emmène en voyage pour lui trouver une épouse, une tradition normale parmi les tribus mongoles. Il trouve une famille convenable, arrange des fiançailles avec une fille nommée Burt, et son père commence le voyage de retour seul. Il n'y arrivera jamais. Yezugey, le père de Temujin, s'arrête pour partager un repas avec un groupe de Tatars, une tribu ennemie mais qui observe les lois sacrées de l'hospitalité des steppes. Ils le reconnaissent. Ils sourient, ils le servent, et ils l'empoisonnent lentement, soigneusement, pour qu'il aille assez loin pour qu'il puisse nier toute responsabilité. Yezugey meurt dans l'agonie 3 jours plus tard, et Temujin, âgé de 9 ans, revient pour découvrir que son monde entier s'est effondré. Voici ce que les livres d'histoire passent sous silence parce que c'est trop brutal, trop cru, trop proche d'une histoire d'horreur pour s'intégrer dans le récit de la construction d'un empire. Quand un chef mongol meurt, la loyauté de son clan meurt avec lui. La famille de Temujin, sa mère Lune et ses 6 frères et sœurs, sont immédiatement abandonnés par leur propre peuple. Pas seulement abandonnés, activement chassés. Le nouveau chef du clan ne veut pas de concurrents, ne veut pas que les fils de l'ancien chef grandissent pour défier son autorité. Donc cette femme et ses enfants sont jetés sur les steppes en hiver avec presque rien. Comprenez-vous ce que cela signifie? L'hiver mongol tue des guerriers adultes qui y sont préparés. La famille de Temujin n'a pas de bétail, pas d'hommes pour chasser, pas d'abri sauf ce qu'ils peuvent construire de leurs mains. Ils survivent avec des racines, des oignons sauvages, des marmottes, des poissons, tout ce qu'ils peuvent attraper ou déterrer. Lune, leur mère, les maintient en vie par pure volonté, mais quelque chose se brise à l'intérieur du jeune Temujin. Il regarde ses frères et sœurs mourir de faim. Il regarde sa mère, qui était l'épouse d'un chef, réduite à chercher de la nourriture comme un animal. Et il apprend la leçon fondamentale qui façonnera tout ce qui suivra. Le monde n'est pas juste. La force est la seule loi. La loyauté est une fiction qui s'évapore dès qu'elle devient inconvenante. Et si vous voulez survivre, vous ne pouvez faire confiance à personne, vous ne pouvez montrer aucune faiblesse, et vous ne pouvez vous permettre aucune pitié. Le point de rupture arrive à cause d'un poisson. Temujin et son frère Khazar attrapent un poisson, un petit, à peine assez pour 2 personnes. Leur demi-frère Bekter, plus âgé et plus fort, le leur prend. Le prend simplement parce qu'il le peut. Cela se passe depuis des mois.
Becter et son frère de sang ont intimidé le côté de la famille de Temujin, prenant leur nourriture, affirmant leur domination. Temujin a peut-être 14 ans à ce moment-là. Il meurt de faim. Il est humilié. Et quelque chose en lui fait un calcul que la plupart des enfants de 14 ans ne conçoivent même jamais. Lui et Khazar prennent leurs arcs, traquent Becter jusqu'à une colline où ils surveillent les quelques chevaux de la famille, et ils lui tirent dessus. Pas dans un moment de rage, pas dans une bagarre, mais dans une exécution planifiée. Ils l'approchent de deux côtés pour qu'il ne puisse pas s'échapper, et ils lui mettent des flèches jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Ils tuent leur propre frère pour un poisson. Quand leur mère l'apprend, elle est horrifiée. Il y a une scène enregistrée dans l'histoire secrète des Mongols où Eulun confronte Temujin, le traitant de monstre, le comparant à un chien sauvage qui mange son propre placenta. Mais voici ce qui est important. Temujin ne s'excuse pas. Il ne montre aucun remords. Parce que dans son esprit, il vient de faire ce qui était nécessaire. Becter était une menace pour la survie de la famille. Becter prenait des ressources qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Donc Becter devait mourir. La logique est parfaite si vous avez complètement abandonné l'idée que la vie humaine a une valeur inhérente. Et c'est exactement ce que la famine et l'abandon lui avaient enseigné. Le clan Taishu, ceux qui avaient initialement abandonné la famille de Temujin, entend parler du meurtre. Il réalise que ce garçon adolescent est dangereux, potentiellement une menace future. Alors ils attaquent le camp de la famille et le capturent. Ils ne le tuent pas. Ce serait trop propre. Au lieu de cela, ils le mettent dans une cangue, une planche de bois verrouillée autour de son cou et de ses poignets, comme un pilori portable. Il est promené à travers les camps, humilié, battu, exposé comme un avertissement à quiconque pourrait avoir des idées au-dessus de sa station. Il est gardé ainsi pendant des mois, passé de famille en famille, nourri de restes, traité pire qu'un chien. La plupart des gens se briseraient. La plupart des gens intérioriseraient cette humiliation et passeraient le reste de leur vie à essayer de l'oublier. Temujin fait le contraire. Il étudie ses ravisseurs. Il observe comment ils le gardent, ou leur attention faiblit, qui est cruel et qui est simplement indifférent. Il attend un seul moment d'opportunité. Il vient pendant un festival quand la plupart du clan est ivre et distrait. Temujin attaque son jeune garde, écrase la cangue dans la tête du garçon, et court. Il porte toujours la planche de bois verrouillée autour de son cou. Il ne peut pas la retirer lui-même. Il se cache dans une rivière glaciale jusqu'au cou dans l'eau avec seulement son visage exposé, respirant doucement pendant que des équipes de recherche passent à quelques pieds de lui. Un homme nommé Sorkan Shira le trouve. Cet homme fait partie des Taishu, fait partie des gens qui l'ont torturé, mais il regarde ce garçon de 16 ans tremblant dans la rivière, toujours défiant, refusant toujours de supplier, et fait un choix. Il cache Temujin dans une charrette pleine de laine, le ramène dans sa propre tente, retire la cangue, et l'aide à s'échapper sur un cheval avec des provisions. Pourquoi ? Les sources disent que Sorkan Shira a vu quelque chose dans les yeux de Temujin, un feu qui ne pouvait pas être éteint. Il a dit à ses fils d'aider ce garçon parce qu'un jour il serait important. Temujin n'a jamais oublié cela. Des années plus tard, quand il avait le pouvoir d'exterminer tout le clan Taishu, et il a exterminé la plupart d'entre eux, il a épargné la famille de Sorkan Shira. Pas par pitié, mais par dette. C'est crucial pour comprendre comment fonctionnait l'esprit de Gengis Khan. Il ne pardonnait pas les insultes. Il ne montrait pas de gentillesse générale. Mais il honorait les dettes spécifiques avec une précision mathématique. Si vous l'aidiez une fois, il s'en souviendrait pendant des décennies. Si vous le trahissiez une fois, il vous trouverait éventuellement. Et ce qui se passerait ensuite serait utilisé comme outil pédagogique pour des générations. À la vingtaine, Temujin a commencé à se reconstruire. Il a épousé Burt, la fille que son père lui avait promise il y a toutes ces années. Sa famille l'accepte malgré sa pauvreté parce que les accords arrangés comptent dans les steppes. Il a commencé à rassembler des partisans, principalement d'autres parias et fils cadets qui n'ont pas d'héritage, des gens qui n'ont rien à perdre. Il a formé une alliance avec Togrul, camp de la tribu Kéré, qui était ami avec son père. Tout est fragile, maintenu ensemble par des relations personnelles et la réputation, mais c'est quelque chose. Puis les Merkites arrivent. Les Merkites ont une longue mémoire. Des décennies auparavant, le père de Temujin avait volé sa mère Eulun à un homme Merkite le jour de son mariage,
il a simplement enlevé à cheval. C'est l'un de ces faits qui vous fait réaliser à quel point la culture des steppes était vraiment brutale. Maintenant, les Merkites décident de régler cette vieille dette. Ils attaquent le camp de Temujin à l'aube. Ils s'échappent avec ses frères et sa mère, mais Burt est capturé. Ils la prennent comme épouse pour l'un de leurs guerriers, la même chose que le père de Temujin leur avait fait. C'est de la vengeance, équilibrée et traditionnelle selon les normes des steppes. Pour la plupart des hommes, ce serait la fin. Votre femme est partie, prise par une tribu puissante, absorbée dans leur peuple. Vous passez à autre chose. Vous trouvez une autre épouse. C'est comme ça que ça marche. Mais Temujin ne passe pas à autre chose. Il passe des mois à planifier un sauvetage avec un niveau de concentration obsessionnel que ses alliés trouvent troublant. Il convainc Togrul de l'aider. Il s'allie avec un autre jeune guerrier nommé Jamuka qui deviendra son frère de sang et finalement son plus grand ennemi. Ensemble, ils lèvent une force de 20 000 hommes, et ils ne se contentent pas d'attaquer les Merkites pour récupérer Burt. Ils les exterminent. Pas les guerriers, tout le monde. La tribu Merkite cesse effectivement d'exister en tant que peuple indépendant. Les survivants sont dispersés, absorbés ou tués. Ce n'est pas une mission de sauvetage. C'est une déclaration. Temujin annonce aux steppes que prendre ce qui lui appartient a des conséquences si graves qu'elles effaceront toute votre lignée. Quand il récupère Burt, elle est enceinte. L'enfant, Joshi, naît quelques mois plus tard, et il n'y a aucun moyen de savoir s'il est le fils de Temujin ou le fils de son ravisseur Merkite. Temujin l'accepte comme le sien, mais le doute ne disparaît jamais complètement, et cela empoisonnera la dynamique de sa famille pendant des décennies. Mais ce n'est pas ce qui compte maintenant. Ce qui compte, c'est que Temujin vient de démontrer quelque chose de nouveau sur les steppes. La réponse disproportionnée comme stratégie. Traditionnellement, la guerre des steppes consistait à faire des raids. Vous voliez des chevaux, tuiez peut-être quelques personnes, preniez des marchandises et partiez. C'était presque économique. Mais Temujin avait introduit quelque chose de différent. La guerre totale. Des enjeux existentiels. Vous ne le rasiez pas. Vous ne l'insultiez pas. Parce que si vous le faisiez, il ne se contenterait pas de riposter, il vous effacerait de l'histoire. D'autres clans remarquent. Certains sont horrifiés. D'autres sont intrigués. Et lentement, soigneusement, Temujin commence à construire quelque chose qui n'a jamais existé dans les steppes auparavant. Une armée liée non par la loyauté tribale mais par une combinaison de terreur et d'opportunité. Si vous le rejoignez, vous serez récompensé au-delà de vos rêves les plus fous. Si vous vous opposez à lui, vous regarderez vos enfants mourir avant vous. Il n'y a pas de terrain d'entente. Vous êtes soit à l'intérieur de son système, soit vous en êtes le carburant. En 1206, après 20 ans de guerre brutale dans les steppes, Temujin a unifié les tribus mongoles sous son règne. Il reçoit le titre de Gengis Khan, qui signifie à peu près souverain universel. Il a 44 ans, peut-être 50, et il contrôle la force militaire la plus létale jamais assemblée. Mais voici ce qui le rend différent de tous les autres conquérants avant ou depuis. Il n'est pas intéressé par la gloire. Il ne construit pas de monument à lui-même. Il ne se soucie même pas de la terre pour elle-même. Ce que Gengis Khan comprend, ce qu'il a passé toute sa vie à apprendre par la famine et l'esclavage et la trahison, c'est que le pouvoir est psychologique. Le territoire n'a pas d'importance si les gens sont prêts à se battre pour lui. La richesse n'a pas d'importance si vous devez constamment la défendre. Mais la peur, la vraie peur, la peur si profonde qu'elle change la façon dont les gens pensent, c'est permanent. C'est la fondation d'un empire qui peut se gouverner lui-même. Alors il commence à construire une machine, une approche systématique de la conquête qui traite la psychologie humaine comme son arme principale. Premièrement, le renseignement. Avant que les Mongols n'attaquent quiconque, ils passent des mois ou des années à rassembler des informations. Ils envoient des marchands qui sont en fait des éclaireurs. Ils interrogent les voyageurs. Ils cartographient non seulement la géographie mais les structures sociales, qui détestent qui, quelles villes ont des conflits internes, où se trouvent les lignes de faille. Au moment où l'armée mongole arrive, ils en savent plus sur leur ennemi que leur ennemi n'en sait sur lui-même. Deuxièmement, la réputation. Gengis Khan rend la reddition attrayante et la résistance suicidaire. Si une ville se rend immédiatement, elle est traitée relativement bien.
Des impôts, oui. Une occupation, oui. Mais la vie continue. Si une ville résiste puis est conquise, tout le monde meurt. Pas seulement les soldats, tout le monde. Hommes, femmes, enfants, animaux. La ville est brûlée si complètement qu'elle ne peut jamais être reconstruite. Et voici la clé, des survivants sont laissés délibérément. Des réfugiés traumatisés qui se disperseront vers d'autres villes et raconteront à tout le monde ce qui s'est passé. Qu'est-ce que cela fait psychologiquement ? Cela crée un calcul dans chaque ville que les Mongols approchent. Résister et mourir, ou se rendre et vivre. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un choix difficile. Les Mongols transforment l'instinct de survie en arme contre lui-même. Troisièmement, la cruauté théâtrale. Quand les villes résistaient, les Mongols ne se contentaient pas de tuer les gens. Ils créaient des spectacles de mort conçus pour être racontés pendant des générations. Au siège de Nishapur en 1221, après que la ville ait tué le gendre préféré de Gengis Khan avec une flèche, l'armée mongole a passé des semaines à tuer tous ceux qu'elle pouvait trouver. Les chiffres sont débattus, mais les sources affirment que plus d'1 million de personnes sont mortes. Les Mongols ont ensuite décapité tous les cadavres et arrangé les crânes en 3 pyramides séparées. Une pour les hommes, une pour les femmes, une pour les enfants. L'historien persan Juveni a écrit que les pyramides étaient si grandes qu'on pouvait les voir depuis un jour de voyage. Pourquoi faire cela ? Parce qu'il ne suffit pas qu'une ville tombe. La chute doit être si mémorable, si viscéralement horrifiante, que toutes les autres villes dans un rayon de 1000 km en entendent parler et décident que la résistance est folle. Vous ne combattez plus les Mongols. Vous combattez l'histoire de ce que les Mongols ont fait au dernier endroit qui les a combattus. Quatrièmement, et c'est là que cela devient vraiment sophistiqué, la guerre culturelle. Gengis Khan n'essayait pas de transformer les peuples conquis en Mongols. Il ne se souciait pas de la religion, ou de la culture ou de la langue. Il se souciait de l'obéissance et des impôts. Alors il laissait les gens garder leur religion, leurs lois, leurs dirigeants locaux, tant qu'ils payaient un tribut et ne se rebellaient pas. C'était révolutionnaire. La plupart des empires essayaient de forcer l'assimilation, ce qui créait une résistance constante. Les Mongols disaient, gardez tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, reconnaissez simplement que nous sommes en charge. C'était tellement plus facile à accepter. Vous n'aviez pas à trahir votre identité. Vous deviez juste payer de l'argent et ne pas vous battre. Pour la plupart des gens sous la plupart des gouvernements, c'est déjà ce à quoi ressemble la vie de toute façon. Mais sous cette tolérance apparente se trouvait un système de contrôle absolu. Gengis Khan a divisé son empire en unités de 10, 100, 1000 et 10 000. Chaque unité avait un chef personnellement loyal envers lui. Ces chefs n'étaient souvent pas de la population locale. C'étaient des Mongols ou d'autres personnes de confiance qui n'avaient aucune loyauté tribale envers la région qu'ils gouvernaient. Cela signifiait que les populations locales ne pouvaient pas s'organiser contre lui parce que les gens en charge d'eux n'étaient pas leur peuple. C'est la même stratégie que les empires coloniaux utiliseraient des siècles plus tard, et elle fonctionne parce qu'elle exploite la tendance humaine fondamentale à faire confiance à son propre groupe et à se méfier des étrangers. Quand votre surveillant est un étranger, vous ne pouvez pas construire les relations personnelles qui seraient nécessaires pour organiser une rébellion. Cinquièmement, la méritocratie comme contrôle. Dans la société mongole sous Gengis Khan, votre naissance n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la capacité et la loyauté. Un berger pouvait devenir général s'il était assez bon. Un ancien ennemi pouvait devenir un conseiller de confiance s'il faisait ses preuves. Cela semble progressiste, et d'une certaine manière ça l'était, mais c'était aussi un mécanisme de contrôle. Les sociétés traditionnelles avaient des structures de pouvoir basées sur la famille et la tribu. Ces structures étaient stables, mais aussi limitées. Gengis Khan les a brisées. En faisant de l'avancement basé sur le mérite, il s'assurait que les personnes les plus capables de son empire devaient leur position entièrement à lui. Il n'avait pas de base de pouvoir indépendante. Ils ne pouvaient pas faire appel à la tradition ou à la lignée. Leur autorité venait de Gengis Khan et disparaîtrait au moment où il retirerait sa faveur. Cela créait une classe d'administrateurs et de généraux extrêmement compétents qui étaient aussi complètement dépendants de son approbation continue. Ils étaient loyaux non par amour mais par intérêt rationnel, ce qui est beaucoup plus fiable. Parlons maintenant de ce qui s'est passé quand ce système a rencontré des civilisations qui pensaient être intouchables.
L'Empire khwarazmien, en 1218, était l'un des États les plus puissants du monde. Il contrôlait la Perse, des parties de l'Asie centrale, des villes riches, des routes commerciales, une armée massive. Le Shah, Ala ad-Din Muhammad, ne savait probablement même pas qui étaient les Mongols. Quelques nomades de l'Est, sans importance. Gengis Khan a envoyé une caravane commerciale au Khwarazm. C'était un test, un geste pacifique, mais aussi une collecte de renseignements. Le gouverneur de la ville frontalière d'Otrar, un homme nommé Inalchuk, a saisi la caravane et exécuté tous les commerçants comme espions. Il pensait probablement être prudent, protéger l'empire des infiltrés. Il venait de signer un mandat de mort pour des millions de personnes. Gengis Khan a envoyé des ambassadeurs exigeant que le gouverneur soit livré pour punition. Le Shah, soit incroyablement arrogant soit incroyablement stupide, a fait tuer l'ambassadeur en chef et a renvoyé les autres avec leurs barbes brûlées, une insulte délibérée. Il y a un moment, ici, qu'il est important de comprendre. Gengis Khan avait 60 ans. Il avait passé des décennies à construire son empire. Il se préparait à envahir la Chine, le pays le plus riche du monde. Le Khwarazm était une distraction, un détour. Il n'avait pas besoin de cette guerre. Mais l'insulte ne pouvait pas être tolérée. Pas à cause de l'ego, mais à cause du système qu'il avait construit. S'il laissait passer cela, tous les autres royaumes penseraient que les Mongols pouvaient être insultés en toute impunité. La réputation, la peur, toute la fondation psychologique de son empire se fissurerait. Alors il a fait un choix. Il a détourné toute la machine de guerre mongole, peut-être 200 000 des meilleurs cavaliers entraînés de l'histoire humaine, de la Chine vers la Perse. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une guerre. C'était une annihilation systématique. Les Mongols n'ont pas simplement défait l'armée khwarazmienne. Ils ont effacé la civilisation khwarazmienne. Ville après ville a reçu le choix, se rendre ou mourir. La plupart ont choisi de se rendre après avoir entendu ce qui est arrivé à celles qui ne l'ont pas fait. Celles qui ont résisté ont été détruites si complètement que certaines d'entre elles, des villes majeures avec des centaines de milliers de personnes, n'ont jamais été retrouvées par les archéologues. Elles ont juste disparu, enterrées sous des siècles de sable et de terre. La ville de Merv, l'une des plus grandes villes du monde à l'époque, a résisté. Après sa chute, les Mongols ont passé des jours à tuer tout le monde. L'historien Juveni, qui a visité les ruines 13 ans plus tard, a écrit que les rues étaient encore couvertes d'os et que l'odeur de la mort persistait. Il a estimé plus d'1 million de morts. Les historiens modernes pensent que c'est probablement une exagération, mais même si c'est la moitié, même si c'est un quart, vous parlez toujours de génocide à une échelle qui ne sera pas vue à nouveau avant le XXe siècle. Et c'était délibéré. Les Mongols avaient la main-d'œuvre pour occuper ces villes, pour réduire en esclavage les populations, pour extraire la richesse au fil du temps. Ils ont choisi l'extermination à la place parce que le message était plus précieux que le butin. Le Shah Muhammad a fui. Les Mongols l'ont poursuivi avec un détachement spécial dirigé par deux des meilleurs généraux de Gengis Khan, Gébé et Subuté. Ils l'ont poursuivi pendant des mois à travers son propre empire, et partout où ils allaient, ils détruisaient. Pas pour conquérir, juste pour poursuivre un homme. Muhammad est finalement mort d'épuisement et de terreur sur une île de la mer Caspienne, probablement de pleurésie, regardant les feux de camp mongols sur le rivage et sachant qu'ils attendraient pour toujours. Son empire, qui avait pris des générations à construire, avait disparu en moins de 2 ans. Mais voici où le génie de Gengis Khan devient vraiment clair. Après avoir détruit le Khwarazm, il n'a pas essayé de le gouverner directement. Il a installé des administrateurs locaux, exigé un tribut, et est passé à autre chose. La destruction était le but. L'occupation était presque une réflexion après coup. Il avait prouvé qu'insulter les Mongols vous coûterait tout. Tous les autres royaumes d'Asie ont entendu ce message. Quand les Mongols se sont présentés à leur porte des années plus tard, le taux de reddition était extraordinaire. Pourquoi ? Parce que les Mongols avaient investi dans leur réputation. Ils avaient dépensé des milliers de vies et des années d'efforts pour faire un exemple si extrême qu'il leur épargnerait d'avoir à mener ces batailles à nouveau. C'est horrifiant, mais c'est aussi brutalement efficace. Une atrocité massive empêche une centaine de conflits plus petits. D'une manière malade, c'est presque logique. La dernière campagne que Gengis Khan a personnellement menée était contre le royaume des Xia occidentaux dans le nord de la Chine.
Ils avaient été des vassaux des Mongols mais avaient refusé d'envoyer des troupes pour la campagne de Khwarazm. Une autre insulte qui ne pouvait pas être tolérée. À ce moment-là, Gengis Khan avait dans la soixantaine, peut-être 70 ans. Il ralentissait. Pendant la campagne, il est tombé de son cheval pendant une chasse. Certaines sources disent que c'était juste l'âge et l'épuisement. D'autres disent qu'il a été blessé. Il est tombé malade, probablement une blessure interne qui s'est infectée. Il savait qu'il mourrait. Alors il a donné des ordres. Les Xias occidentaux devaient être complètement détruits. Pas conquis, détruits. Chaque membre de la famille royale devait être tué. Chaque ville devait être rasée. Toute la population devait être exterminée. Et cela a été fait. Les Xias occidentaux ont disparu de l'histoire. Mais la partie la plus glaçante est ce qui s'est passé à ses propres funérailles. Gengis Khan a ordonné que sa mort soit gardée secrète jusqu'à ce que son corps puisse être ramené en Mongolie. Le cortège funéraire a voyagé pendant des mois, et quiconque le voyait était tué immédiatement. Bergers, fermiers, voyageurs, marchands, n'importe qui. Les estimations varient, mais entre 10 000 et 40 000 personnes ont été massacrées juste pour avoir été près de la route au mauvais moment. Pourquoi ? Parce que Gengis Khan comprenait que le moment de transition entre dirigeants est quand les empires s'effondrent. Il avait besoin de temps pour que ses fils consolident le pouvoir sans que les ennemis sachent qu'il était mort. Alors il a construit ce temps avec des cadavres. Son lieu de sépulture a été gardé secret. Les esclaves qui ont creusé la tombe ont été tués. Les soldats qui ont tué les esclaves ont été tués. Certaines sources disent qu'une rivière a été détournée sur la tombe puis ramenée à son cours d'origine. À ce jour, personne ne sait où Gengis Khan est enterré. Il y a probablement une douzaine d'équipes archéologiques qui cherchent en ce moment. Ils ne le trouveront jamais. Parce que le dernier acte de l'homme qui a conquis un quart de la terre était de s'assurer que même dans la mort, il reste inconnaissable, intouchable, plumide comme. Alors que faisons-nous de cela ? En Mongolie, Gengis Khan est un héros national. Son visage est sur l'argent. Il y a des statues de lui. Il est célébré comme le fondateur de la nation, un brillant stratège militaire, un unificateur. Et ils n'ont pas tort. Il a unifié les tribus mongoles. Il a créé un système de loi, le Yasa, qui était relativement juste selon les standards médiévaux. Il a promu la tolérance religieuse et la méritocratie. Mais le reste du monde se souvient des crânes. Des pyramides de têtes. Des villes qui n'existent plus. Des 40 millions de personnes estimées qui sont mortes pendant les conquêtes mongoles, soit directement soit des famines et des pestes qui ont suivi. Et voici la partie qui devrait vous terrifier. Les deux perspectives sont correctes. Gengis Khan était un administrateur brillant et un monstre génocidaire. Il a créé des systèmes qui ont apporté stabilité et prospérité à des millions de personnes, et il l'a fait en faisant des exemples de millions d'autres. L'horreur n'est pas qu'il était uniquement mauvais. Beaucoup de dirigeants à travers l'histoire ont été cruels. L'horreur est que ses méthodes ont mieux fonctionné que presque celles de n'importe qui d'autre. Il a conquis plus de terres plus rapidement avec moins de ressources que n'importe quel empire avant ou depuis. Et il l'a fait en comprenant la psychologie humaine si profondément qu'il pouvait faire en sorte que des royaumes entiers se défassent eux-mêmes sans une seule bataille. Chaque armée moderne étudie les campagnes de Gengis Khan. La guerre éclair, les opérations psychologiques, la collecte de renseignements, l'utilisation stratégique de la terreur. Les machines de propagande qui inondent vos flux de médias sociaux utilisent des tactiques qui la pionnièrent, faire des exemples de personnes pour effrayer tout le monde dans la conformité. Les états de surveillance qui suivent chacun de vos mouvements mettent en œuvre son système d'unité de contrôle imbriqué, où tout le monde surveille tout le monde. Nous aimons penser que nous sommes plus civilisés maintenant, plus évolués. Mais la vérité est que nous sommes juste devenus meilleurs pour le cacher. Les tueries de masse se produisent dans des endroits que vous ne voyez pas. La terreur est appliquée par des sanctions économiques et des frappes de drones au lieu d'épées. Le contrôle est imposé par des algorithmes et des scores de crédit au lieu de généraux. Mais la logique fondamentale est exactement la même. Le pouvoir est psychologique. La peur est une technologie. Et le moyen le plus efficace de contrôler les gens est de les faire se contrôler eux-mêmes.
C'est ce que Gengis Khan a compris il y a 800 ans dans les steppes de Mongolie pendant qu'il mourait de faim et était réduit en esclavage et abandonné. Et c'est ce que chaque personne au pouvoir essaie de perfectionner depuis. La question n'est pas de savoir si Gengis Khan était un monstre. Évidemment qu'il l'était. La question est de savoir si le système qu'il a créé s'est vraiment terminé, ou s'il a juste évolué, est devenu plus sophistiqué, a appris à mieux se cacher. Et si vous regardez autour de vous le monde dans lequel vous vivez en ce moment, la façon dont le pouvoir fonctionne réellement sous la surface, vous pourriez réaliser que l'empire de la peur n'est jamais tombé. Il a juste appris à s'appeler autrement. Si vous voulez comprendre comment les armes psychologiques forgées dans les moments les plus sombres de l'histoire sont utilisées sur vous en ce moment même, abonnez-vous. Parce que la connaissance la plus dangereuse n'est pas ce qui s'est passé dans le passé. C'est reconnaître ces mêmes schémas se dérouler dans le présent. Et c'est la reconnaissance de schémas qu'ils ne veulent vraiment pas que vous développiez.